Messieurs, mesdames, chers étudiants, nous ouvrons aujourd'hui une page capitale de notre étude, le manuscrit parallèle sur la dynamique régimale du bulk. Ce travail n'est pas une simple annexe, mais un prolongement structuré de notre dossier principal. Ce premier chapitre a pour fonction de clarifier le statut scientifique d'une branche dédiée à la capacité dynamique du vide, à la redistribution de contraintes et au régime de saturation. Nous ne remplaçons pas le noyau minimal, nous le complétons. Pour l'intuition, reprenons notre analogie du miel. Imaginez un chronomètre dont le balancier est freiné par la viscosité du milieu. Le bulk n'est pas un vide inerte, c'est un milieu à capacité finie dont la disponibilité varie selon le régime. Plus encore, considérez un mécanisme dans la glace. Lorsque la saturation est atteinte, les réponses ne sont plus proportionnelles. La structure du milieu s'impose à la dynamique des composants. C'est l'essence de la physique régimale. Passons au formalisme rigoureux. Le champ fondamental état et la lecture dérivée CHU traduisent localement cette disponibilité. Le bulk est un réservoir dont nous devons mesurer l'accessibilité avant d'espérer mobiliser son énergie. Il existe une différence fondamentale entre l'énergie contenue dans un système et l'énergie effectivement mobilisable. Un milieu saturé n'expose pas immédiatement toute sa capacité d'action. C'est le rôle de la commande K de gérer cette cohérence globale. La loi de Schuho et le paramètre Mju traduisent cette résistance dynamique. Plus la saturation approche, plus la mobilité locale diminue, créant des plateaux et des asymétries de réponse que nous nommerons effet d'Ennis. Imaginez enfin un phare dans le brouillard. La propagation dépend de la structure du trajet et de la réserve utile du milieu, plutôt que de la seule distance brute. C'est une physique de l'accessibilité dynamique que nous bâtissons ici. En résumé, le bulk est un milieu à capacité finie et à réponse régimale non triviale. Cette cohérence d'ensemble justifie l'existence de notre manuscrit parallèle. Je vous remercie pour votre attention soutenue, messieurs, mesdames. Nous nous retrouverons pour le chapitre suivant. Messieurs, mesdames, chers étudiants, nous entamons aujourd'hui une leçon sans précédent, une exploration monumentale et exhaustive du bulk. Nous disséquons le chapitre 2, la capacité dynamique du vide et l'énergie mobilisable, fondement de la branche parallèle. L'objet est clair, définir cette capacité et comprendre pourquoi elle devient pertinente dans un milieu actif. Nous distinguerons enfin ce qu'un système contient de ce qu'il peut effectivement mettre en mouvement. C'est la porte d'entrée du bulk. Imaginez un immense entrepôt. Il peut être rempli à ras-bord, mais si sa porte est étroite, peu de marchandises peuvent en sortir. C'est là toute la différence entre ce qu'un système contient et ce qu'il peut effectivement mobiliser dans un régime donné. Pourquoi la seule quantité d'énergie ne suffit-elle pas? Un système peut être décrit par son contenu global, mais cela est incomplet. Cette description est indispensable, mais elle échoue à rendre compte de la réponse physique réellement observée dans le milieu. Deux systèmes peuvent contenir la même énergie sans manifester la même capacité de réponse ou de propagation. L'un semble plein et pourtant répond faiblement. L'autre, plus pauvre en valeur brute, exprime plus directement ce qu'il contient. La physique du bulk n'est plus une physique du stock, mais une physique de l'accessibilité dynamique. Retenez bien ce terme. On appelle capacité dynamique l'aptitude effective du bulk à absorber, soutenir, redistribuer ou restituer une contrainte. Ce n'est pas un réservoir naïf, mais une marge de disponibilité, ce que le milieu peut encore porter ou laisser circuler. Voici la thèse centrale. Un milieu actif est limité non seulement par son contenu, mais par sa capacité à le convertir en réponse. Ce qui compte, c'est la manière dont le bulk est structuré, contraint, saturé, ouvert ou historiquement préparé. Elle définit une marge de disponibilité, ce que le milieu peut encore porter ou laisser circuler dans le canal physique considéré. Le contenu renvoie à ce qui est présent au sens global, énergie, structure portée ou capacité potentielle non encore exprimée. La disponibilité renvoie à la part de ce contenu actuellement accessible pour produire un effet physique dans le régime étudié. Le bulk peut porter plus qu'il ne rend. Une partie est retenue, compensée, redistribuée, amortie ou simplement mal orientée. L'énergie mobilisable désigne la part pouvant effectivement être engagée dans une transition ou une réorganisation. Cette part n'est pas absolue, elle dépend du régime du bulk, c'est l'essence même de la dynamique régimale. Dans un régime ouvert, la part mobilisable abonde, dans un régime saturé, elle diminue, même si le contenu brut reste constant. Le bulk est à capacité finie, il n'expose pas indéfiniment ses facultés de redistribution ou de soutien d'une contrainte. Un bulk peut entrer dans 5 régimes distincts, du régime largement disponible au régime intermédiaire de transition.
Puis viennent les régimes critiques, le régime saturé, le régime mémoriel chargé d'histoire et enfin le régime de seuil. C'est ici que les réponses cessent d'être proportionnelles. L'augmentation de la sollicitation ne produit plus d'effet utile. L'énergie mobilisable dépend du régime du bulk. Dans un régime ouvert, elle abonde. Dans un régime saturé, elle s'effondre. La capacité se lie à deux niveaux. Le niveau local correspond à ce que le milieu laisse faire dans une région donnée. Le niveau régimal est l'état global du système, sa cohérence d'ensemble. C'est ici qu'interviendra la commande K. L'énergie mobilisable dépend aussi du canal physique. Ce qui circule dans un canal peut rester bloqué dans un autre. La capacité est une propriété relative au couple système-canal, une distinction essentielle pour la cohérence du manuscrit. Saturé ne signifie pas épuisé. Un système saturé contient encore tout, mais ne peut plus convertir en canal interrogé. Un système peut contenir beaucoup, mais rendre peu. Cette dissociation donne à la branche parallèle toute sa puissance explicative. Le bulk possède une mémoire de régime. Son état présent est le fruit de son histoire, de ses contraintes et structures passées. Cette dimension mémorielle est fondamentale pour préparer l'étude de la commande K et de l'effet Dennis. Une réponse faible ne signifie pas un manque d'énergie. C'est une lecture puissante qui évite les conclusions hâtives. Le bulk n'est plus un support où quelque chose manque. Il devient un milieu où quelque chose est présent, mais non exprimable. Posons l'écriture de travail. L'énergie mobilisable est égale à l'énergie contenue multipliée par le facteur régimal phi. Ce facteur phi n'est pas encore une loi, mais une projection pédagogique de la disponibilité effective dans le canal. Prudence. La capacité dynamique n'est pas une négation des lois de conservation, ni une substance mystérieuse ajoutée. Sa fonction est précise, fournir un concept pour distinguer ce qui est présent de ce qui est physiquement disponible. Nous avons posé le premier noyau conceptuel de la dynamique régimale du bulk. Le stock n'est plus la seule mesure. Le manuscrit peut désormais franchir une étape supplémentaire en introduisant la grandeur d'ensemble, la commande K. Merci de votre attention, messieurs, mesdames. Que la rigueur du bulk accompagne vos réflexions les plus profondes. Nous nous retrouverons bientôt pour l'étude de la commande K. Au revoir, chers étudiants. Au revoir. Messieurs, mesdames, chers étudiants. Bienvenue dans cette masterclass monumentale. Aujourd'hui, nous pénétrons au cœur du chapitre 3, la commande K. Dans les chapitres précédents, nous avons vu que le bulk possède une capacité dynamique. Mais posséder ne signifie pas pouvoir agir. Il y a une distinction fondamentale entre l'énergie contenue et l'énergie mobilisable. C'est ici qu'intervient la commande K. K nous permet de penser le bulk comme un milieu régimal, capable de se trouver dans des états globaux plus ou moins ouverts ou cohérents. K n'est pas une constante arbitraire. C'est une grandeur d'organisation globale qui exprime le degré de mobilisation effective d'un système. La définition de K repose sur trois piliers. Le premier est la cohérence régimale, la capacité d'un système à rester ordonné dans sa réponse globale. Le deuxième pilier est la disponibilité effective. K exprime la part du contenu global qui est réellement prête pour l'action au niveau d'ensemble. Enfin, la redistribution organisée. Un système à K élevé sait orienter sa contrainte vers un canal utile, propagation ou réponse mécanique. Retenez bien ceci. K est moins une quantité de stock qu'une mesure de la qualité d'organisation de ce stock du point de vue de l'action possible. Formellement, K synthétise la capacité, la saturation, la redistribution et l'histoire par rapport à un canal physique. Cette dimension mémorielle est cruciale. K conserve la trace de ce qu'un système a traversé, préparant l'effet Dennis que nous verrons plus tard. En résumé, K exprime la disponibilité régimale d'ensemble. C'est la clé de notre maîtrise du bulk. Merci de votre attention, chers étudiants. Messieurs, mesdames, chers étudiants, nous ouvrons aujourd'hui une page capitale de notre grand traité, le chapitre 4, consacré à la loi de Shuhu et à la mobilité locale du bulk. Le chapitre précédent a introduit la commande K comme grandeur de cohérence régimale d'ensemble. Il nous reste maintenant à comprendre comment cette disponibilité globale se traduit localement dans la texture même du milieu. C'est le rôle de la loi de Shuhu. Établir le pont conceptuel entre régime global et aptitude locale du milieu à laisser circuler une contrainte. Clarifions d'abord la disponibilité locale. Elle désigne la marge effective laissée par le bulk, en un point donné, pour autoriser encore une transition ou soutenir un transport. Un bulk localement disponible n'est pas vide. C'est un milieu dont l'état laisse encore de la place dynamique à la réponse. Face à la disponibilité, nous trouvons la résistance dynamique locale exprimée par Shu et sa contrepartie positive, la mobilité. Plus Shu est élevé, plus le milieu tend à freiner,
amortir ou bloquer la réponse. À l'inverse, la mobilité dit à quel point le milieu reste opératoirement ouvert. Ce sont les deux faces d'une même structure régimale. Mathématiquement, la structure la plus simple est une dépendance monotone. La résistance Chu est inversement proportionnelle à la disponibilité locale. Cette écriture ne fige pas la théorie, elle rend explicite le sens de la branche. Moins le bulk est disponible, plus il devient localement résistant. Une lecture plus compacte nous est donnée par l'invariant multiplicatif de travail. Cette formule résume la tension duale entre fermeture et ouverture du milieu. Elle constitue une loi effective de travail, une grammaire organisatrice pour toute la branche régimale. Dans les régimes saturés, la disponibilité locale baisse et la résistance augmente. Les réponses deviennent alors plus difficiles à soutenir et la redistribution de contraintes devient moins fluide. La loi de Shuhu donne ainsi un contenu local concret à l'état de saturation globale. Cette loi est préparatoire. Elle fournit le point d'ancrage nécessaire pour étudier les futurs effets de propagation. Si le bulk est moins mobile le long d'un trajet, la propagation sera plus dissipative. Elle constitue la grammaire de base pour comprendre l'effet Dennis et les réponses non triviales. En conclusion, la loi de Shuhu et la mobilité locale sont les clés pour passer d'une description abstraite à une physique des régimes opératoires. Nous sommes maintenant prêts pour l'étape suivante. Merci de votre attention, messieurs, mesdames. Messieurs, mesdames, chers étudiants. Nous entamons aujourd'hui une masterclass monumentale sur le chapitre 5 du manuscrit parallèle. Nous allons explorer l'effet Dennis, point de bascule où la théorie devient une science des formes de réponse. Pour l'intuition, reprenons l'analogie du métronome dans le miel. Dans un régime ouvert, la réponse suit l'impulsion. Mais dès que le bulk sature, le milieu redéfinit sa propre capacité de réponse. La réponse n'est plus une simple conséquence, elle est une déformation du milieu lui-même. On appellera effet Dennis la modification non triviale de la réponse d'un système due à son état régimal. Non trivial signifie que nous ne sommes plus dans une logique proportionnelle. La réponse dépend désormais de l'histoire du système, de sa saturation et de la disponibilité effectivement mobilisable du milieu. Passons au formalisme. La réponse observable R ne dépend pas seulement de la sollicitation F, mais d'une fonction régimale D. Cette fonction intègre la cohérence globale K, le degré de saturation S et la mémoire de régime H. Dans un régime chargé, D devient une fonction sensible qui déforme la réponse finale. L'une des manifestations les plus fortes est l'apparition de plateaux. Lorsqu'une augmentation de contrainte ne produit plus de réponse utile, ce n'est pas que le système est vide. Au contraire, il continue de recevoir, mais cette quantité supplémentaire n'est plus rendue disponible. C'est le découplage entre contenu ajouté et réponse utile. L'effet Dennis est indissociable de la mémoire de régime. Le bulk garde une empreinte de son passé. Un système ne suit pas le même chemin lorsqu'il se charge que lorsqu'il se décharge. Cette asymétrie est la signature dynamique de la capacité finie du bulk. Le temps de relaxation devient un paramètre physique fondamental. Enfin, l'énergie ne disparaît jamais. Elle se redistribue. Une sollicitation dans un régime saturé peut être redirigée vers la dissipation, le stockage local ou une augmentation apparente de résistance. L'effet Dennis nous montre que la réponse est multicanaux. C'est le pont vers notre future théorie de la propagation émergente. En conclusion, l'effet Dennis est la manifestation dynamique de la cohérence globale K. Nous avons atteint ici le sommet de la science des formes de réponse. Merci de votre attention, messieurs, mesdames. La masterclass monumentale intégrale est terminée. Messieurs, mesdames, chers étudiants, nous entamons aujourd'hui une leçon capitale, une exploration monumentale de la propagation émergente dans le bulk. Après avoir posé les bases de la réponse locale, nous devons comprendre comment une cohérence voyage à travers un milieu qui n'est ni uniforme ni illimité. Imaginez un phare dans le brouillard. Ce qui compte n'est pas seulement sa puissance initiale, mais la capacité du milieu à laisser passer le signal sans l'étouffer. Dans un bulk structuré, la propagation utile ne dépend pas seulement de la distance géométrique, mais de la structure régimale du trajet emprunté. La première notion structurante est la réserve utile. C'est ce qui reste mobilisable dans le signal pour maintenir une information, une phase ou une structure. La réserve utile n'est pas une simple atténuation. C'est la part du signal qui peut encore faire quelque chose dans le canal interrogé. Mathématiquement, cette réserve est pilotée par la commande K, qui définit le climat global de cohérence et de disponibilité du milieu traversé. La contrainte de trajet désigne la difficulté imposée par la structure du chemin.
Un trajet peut être court géométriquement, mais saturé historiquement. Ce qui compte, c'est la qualité du chemin. Le signal ne rencontre pas une distance, il rencontre un profil de milieu, mobilité, résistance, dissipation. La propagation est une histoire intégrée. Chaque point du trajet ajoute sa contrainte, jusqu'à épuisement de la réserve utile initiale. Enfin, les seuils. Il arrive un moment où la réserve devient insuffisante pour compenser la contrainte. Le signal change alors de régime qualitativement. Le signal n'est pas seulement affaibli, il est réorganisé par le milieu. Il peut être redistribué, stocké ou transformé en bruit thermique. Ces trois piliers, réserve, contrainte, seuil, forment la grammaire commune de tous les effets futurs. Carmen, Mamolard ou Casilda Pacheco. Comprendre cela, c'est maîtriser l'ingénierie du bulk. Je vous remercie de votre attention, messieurs, mesdames. À la prochaine leçon. Messieurs, mesdames, chers étudiants, bienvenue dans cette masterclass monumentale. Aujourd'hui, nous abordons un pilier de la propagation, l'effet Carmen. La propagation dans un bulk actif ne se résume pas à une simple distance parcourue. C'est une question de cohérence résiduelle. Imaginez un signal tel un phare dans le brouillard. Il continue d'être là, mais sa portée utile s'effondre. Carmen définit cette réserve utile, la part du contenu encore mobilisable pour soutenir une transmission exploitable. Passons maintenant à la première écriture de travail. C'est ici que la rigueur du formalisme rencontre l'intuition. La réserve utile en un point L dépend de trois facteurs fondamentaux. Premier pilier, la réserve initiale, RU0. Second pilier, l'influence du régime global du bulk, traduit par la commande K, qui fixe le climat de propagation. Enfin, A de L représente la dégradation accumulée liée au trajet rencontré dans la texture locale du milieu. Dans un bulk ouvert et mobile, la réserve utile se conserve. La portée physiquement tenable est alors maximale. À l'inverse, un milieu saturé ou historiquement contraint épuisera la réserve utile bien avant le terme géométrique. C'est la grande distinction de Carmen. La portée géométrique n'est qu'une abstraction. Seule la portée tenable compte. Le signal doit rester reconstructible, reconnu, exploité. S'il n'est que détection sans structure, il est perdu pour le canal. Carmen ne s'oppose pas à la dissipation, il la requalifie. Ce n'est pas qu'une perte d'intensité, c'est une perte de sens. En conclusion, l'effet Carmen est la projection propagative de la logique de disponibilité qui structure tout le bulk. Merci de votre attention, messieurs et mesdames. Nous nous retrouverons pour l'étude de l'effet Mamolard. Travaillez bien. Messieurs, mesdames, chers étudiants, étudions aujourd'hui l'effet Mamolard ou l'intégrale de milieu. La propagation d'un signal ne dépend pas seulement de l'état local, mais de toute son histoire à travers le milieu. Là où l'effet Carmen mesurait la réserve restante, Mamolard décrit comment le trajet a transformé cette réserve par intégration. Voici notre écriture de travail. L'intégrale de milieu résume la contribution accumulée du bulk le long du trajet gamma. Deux trajets de même distance produisent des effets différents selon la texture locale rencontrée dans l'ordre et la durée. Le signal transporte avec lui une mémoire intégrée. Le bulk grave sa structure dans le signal au fil du parcours. Cette lecture permet de comprendre la dissipation comme une transformation cumulative de la cohérence du signal. Dans notre prochain cours, nous traiterons du copé. Merci de votre attention, messieurs, mesdames. Messieurs, mesdames, chers étudiants. Nous abordons aujourd'hui un pilier de la branche propagation, la contrainte de propagation ou copé. Après avoir exploré l'accumulation de trajets avec l'effet Mamolard, nous devons clarifier une distinction capitale. La distance géométrique n'est pas la difficulté réelle. Imaginez un nageur. Faire 10 mètres dans l'eau claire est une chose. Faire les mêmes 10 mètres dans du miel en est une autre. C'est la texture même du trajet qui définit l'effort. Un trajet plus court peut être physiquement plus long pour le signal s'il est plus contraint. La cope est la mesure conceptuelle de cette difficulté effective imposée par la structure régimale du bulk tout au long d'un chemin donné. Mathématiquement, elle résulte d'une intégrale de contrainte le long du trajet, pondérée par la densité effective de contrainte, xi. Ici, chou et mu portent la texture locale, tandis que k représente l'influence du climat régimal global sur ce trajet. Nous introduisons alors la notion de distance régimale effective. C'est la longueur ressentie du point de vue de la propagation utile. Un chemin géométriquement plus long mais plus ouvert peut s'avérer moins coûteux qu'un raccourci hautement résistant. Le lien avec Carmen est immédiat. Plus la copée est forte, plus la réserve utile du signal se dégrade rapidement. Elle dicte l'érosion. Mamolard regarde ce que le trajet imprime au signal. La copée regarde ce que le trajet EST du point de vue de la structure du bulk. La COP est sensible à l'hétérogénéité.
Une zone très fermée à un moment critique peut peser plus que toute la distance parcourue. Ce n'est pas une simple perte d'énergie, c'est la pression structurale du milieu sur la capacité du signal à maintenir sa cohérence. En résumé, la longueur d'un trajet ne résume pas sa difficulté. Le bulk n'est pas un décor, mais un acteur du transport. Dans notre prochain cours, nous franchirons les seuils de propagation avec le cadre Casilda-Pacheco. Merci de votre attention. Messieurs, mesdames, chers étudiants, nous franchissons aujourd'hui un cap majeur de notre traité. Le chapitre 10. Nous allons explorer les transitions de reconstruction du cadre Casilda-Pacheco. Pour comprendre CP, il faut se souvenir de nos piliers. Carmen pour la réserve, Mamolar pour l'accumulation et la Copé pour la difficulté du trajet. CP est leur aboutissement critique. L'intuition est celle d'un phare dans le brouillard. Il y a un moment où la lumière, bien que présente, cesse d'être utile pour la navigation. C'est le passage d'une dégradation continue à une rupture qualitative. Distinguez bien le seuil brut, simple limite de détection matérielle, du seuil utile où le signal n'est plus exploitable pour sa fonction. CP s'intéresse à cette perte de fonction. Le critère de reconstruction utile Q est notre boussole. Il intègre la réserve, la contrainte et l'intégrale de milieu dans une dynamique limite. Tant que Q est supérieur à θCP, la propagation reste utilement reconstructible. Mais dès que Q franchit θCP, nous entrons dans un régime de rupture. Ce n'est plus une simple faiblesse, c'est un changement de statut fonctionnel du signal dans le bulk. Ce seuil est sensible à l'hétérogénéité du bulk. Une succession de zones fermées pèse plus qu'une moyenne uniforme. La mémoire du chemin est ici capitale. Le franchissement du seuil peut mener à un changement de canal. Le signal se dissipe, se stocke ou devient un bruit qui porte encore l'empreinte de son histoire. CP est le versant critique de l'effet Dennis. Là où Dennis décrivait la déformation de la réponse, CP marque la frontière où cette réponse devient transition de régime. Nous disposons désormais des 4 piliers de la propagation. Dans notre prochaine leçon, nous dresserons la cartographie structurée des régimes du bulk. Merci de votre attention. Messieurs, mesdames, chers étudiants, nous entamons aujourd'hui une leçon capitale, une pierre angulaire de notre édifice, la géographie conceptuelle du bulk, une masterclass monumentale pour ordonner nos savoirs. Souvenez-vous, nous avons défini la commande K, la loi de Shuhu et l'effet Dennis. Mais sans carte, ces concepts flottent dans le vide. Il nous faut une unité, une vision d'ensemble. L'intuition est celle-ci. La physique n'est pas dictée par ce que contient le système, mais par la manière dont le milieu autorise ce contenu à devenir opératoire. C'est la disponibilité effective. Mathématiquement, nous posons que la réponse du bulk est inversement proportionnelle à son verrouillage régimal. Plus la structure est disponible, plus la mobilité locale est grande. Commençons par le régime ouvert. C'est le pôle de la plus grande hospitalité physique du bulk. La conséquence physique est une réponse directe, proportionnelle au signal. La propagation traverse le milieu sans rencontrer d'obstacles majeurs, conservant sa réserve utile. Viennent ensuite les régimes intermédiaires. La disponibilité y devient inégale, hétérogène. C'est l'espace des transitions, où Carmen devient sensible au profil du bulk. Dans ces régimes, l'effet Dennis émerge. La mémoire régimale commence à orienter la réponse, créant des asymétries et des dépendances à l'histoire du trajet. Le régime saturé est le pôle du verrouillage. Le contenu est là, mais il n'est plus mobilisable. La structure du bulk se referme sur elle-même. Shu domine la dynamique. La commande K s'effondre. Les réponses deviennent non proportionnelles, marquées par des plateaux persistants et des retards critiques. Le milieu ne répond plus, il résiste. Physiquement, cela se traduit par une redistribution intercanaux difficile et une réserve de propagation qui décroît violemment. Le système est au bord de la rupture. L'anti-saturation nous offre le versant opposé. C'est une lecture régimale où l'ouverture du milieu est si forte qu'elle favorise activement la réponse et la propagation utile. Enfin, les régimes critiques. Près d'un seuil de reconstruction, une infime variation du bulk déclenche un basculement qualitatif massif. C'est là que notre théorie offre son pouvoir de distinction maximale. Cette cartographie n'est pas une simple liste, c'est une géographie conceptuelle. Elle nous dit non seulement quoi penser, mais où regarder pour découvrir les signatures du bulk. Grâce à cette vue d'ensemble, le manuscrit parallèle dispose désormais de sa boussole. Merci, chers étudiants, pour votre attention monumentale. À bientôt pour la suite. Messieurs, mesdames, chers étudiants, nous voici au terme de notre étude sur la dynamique régimale du bulk.
Ce 12e chapitre a pour fonction de refermer notre manuscrit parallèle par une lecture critique et académiquement exploitable. Sans synthèse, nous risquons l'inflation conceptuelle, transformant nos découvertes en un simple catalogue d'effets disparates. L'intuition première est la distinction entre l'énergie contenue et l'énergie mobilisable dans le canal considéré. Mathématiquement, le bulk est un milieu à capacité finie où la disponibilité y dicte la réponse régimale. Ce triplet constitue notre noyau fort, permettant de parler du bulk dans une langue cohérente et unifiée. L'effet Dennis illustre comment le milieu induit des réponses non triviales, plateau, retard et redistribution. La branche propagation repose sur une logique à 4 étages, réserve utile, intégration du milieu, contrainte de trajet et seuil. Certaines zones restent heuristiques, notamment la formalisation quantitative exacte de la commande K. En conclusion, ce cadre intelligible est un acquis scientifique majeur. Merci de votre attention, messieurs, mesdames. Bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à la version 11.0 de la TVS. Nous unifions ici la rhéologie du bulk avec les lois de la perception lumineuse. La théorie distingue désormais 2 niveaux. La réalité physique du bulk, où la lumière voyage à vitesse c, et la couche perceptive, soumise à nos seuils de détection. C'est la loi d'extinction. Un signal est perçu comme éteint dès qu'il passe sous un seuil critique, même si l'onde continue de se propager physiquement dans le milieu. Le temps reste invariant et universel. La dilatation n'est qu'une illusion de mesure due à la viscosité du milieu qui freine mécaniquement la résonance des atomes. Le Shu, ou zeta, agit sur la pression effective de l'univers. L'énergie sombre n'est ici que la manifestation de la viscosité du vide lors de son expansion volumique. Le Uhu, ou gamma, représente la friction locale subie par la matière. Il complète l'équation de la dynamique au sein du fluide universel. Le bulk traverse 3 régimes. Le régime G1 est l'état superfluide, celui de la matière noire, où la matière s'adapte à un vide sans aucune friction apparente. À l'opposé, le régime G3 est le gel topologique des trous noirs, un blocage mécanique total de la vibration où A tend vers 0, le seuil de saturation critique. Dans nos réacteurs hybrides, nous cherchons l'état de Beltrami, un état automagnétisé où le plasma devient un aimant autonome, minimisant toute dissipation d'énergie. C'est l'état 1,5. La boucle de verrouillage de phase permet alors une extraction inductive stable, transformant le bulk en une source d'énergie inépuisable. Oui. Le pack opérationnel 11.0 impose des tests stricts, mesure du jitter au huhu local, déphasage dans la fibre et surtout validation de l'horizon de visibilité. La détection de l'hystérésis dans le plasma de Beltrami sera la preuve irréfutable de notre capacité à stabiliser le milieu. Chaque mesure de 50 picomètres nous rapproche de la vérité. Nous ne cherchons plus à prouver une force, mais à mesurer la réponse d'un substrat. La TVS-PVSP transforme la science en une métrologie du vide, où chaque horizon est une limite franchissable par l'ingénierie perceptive. Nous apprenons à voir au-delà du visible, en abaissant les seuils de notre propre perception. Les perspectives sont vertigineuses. La traction topologique permettra de voyager sans inertie en pilotant directement le Shu. L'aire de la force s'efface devant celle du milieu. Ce traité clôture un cycle pour en ouvrir un nouveau, celui d'une humanité architecte de sa propre perception. La TVS version 11.0 est le pont jeté entre la rigueur mathématique et l'intuition d'un univers fluide, réactif et enfin totalement intelligible. Denis Mamolar signe ici la fin de cette dynamique régimale. Que le Shu soit votre serviteur. Fin, oui. Messieurs, mesdames, nous ouvrons ce second volume du traité du bulk pour en sonder la dynamique régimale la plus profonde. Intuition. Imaginez un métronome dans le miel. Le bulk n'est pas un vide inerte, mais un milieu dictant la mobilité de état. Formalisme. État est l'état fondamental. Shu sa lecture et mu la réponse effective sous contrainte mécanique du milieu. La commande K assure la cohérence régimale, distinguant le contenu massique présent de l'énergie réellement mobilisable. L'effet Dennis prouve la non-trivialité.
Saturation et plateau émergent lorsque le milieu actif ne peut plus redistribuer la contrainte. Cadre Carmen, la réserve utile de propagation dépend de l'intégrale physique et dynamique du milieu traversé. L'effet Mamolar traduit chaque trajet en une contrainte intégrée, telle la mémoire visqueuse d'un sillage dans le mercure. Discipline de décision. Ce saut certifie la leçon intégrale. Merci de votre attention. Vers une civilisation du bulk.